Une rencontre entre Abdou Diouf et François Hollande ne peut que porter principalement sur l'organisation du prochain sommet de la francophonie en octobre à Kinshasa. Un sommet qui divise. Des associations et des partis d'opposition congolaises appellent au boycott de la grande messe de la langue française. Les manifestants mettent en cause le régime du président Kabila. Les résultats contestés de la récente présidentielle ne plaident pas en sa faveur avec un Étienne Tshisekedi qui jusque-là se considère comme le nouveau président élu de la République démocratique du Congo. À cela s'ajoutent les conflits et l'insécurité dans l'est du pays et les diverses persécutions dont se dit victime l'opposition. Des manifestations dans les rues parisiennes aux rencontres informelles, les opposants au sommet de Kinshasa semblent gagner du terrain et semer le trouble parmi les dirigeants africains. Certains, comme Alpha Condé, reçus la semaine dernière à l'Élysée, ont décidé de ne pas y prendre part. Le président sénégalais, également reçu la semaine dernière par François Hollande et qui donnait une conférence de presse cet après-midi au Cap, envisage de s'y rendre malgré tout. D'autres se donnent le temps de la réflexion en s'en remettant à la sagesse d'Abdou Diouf. Et Abdou Diouf reste muet et se tient très loin des micros. Pas de déclaration à la fin de son entretien avec François Hollande. C'est Yasmina Benguigui, ministre déléguée aux Français de l'étranger et à la francophonie, qui répond aux journalistes. Le président va communiquer. Nous avons eu une très bonne, on a eu un très bon entretien avec le président Abdou Diouf. Voilà, je pense que tout est en bonne voie. Si la tenue du sommet à Kinshasa ne semble pas remise en cause par l'Organisation internationale de la francophonie, l'incertitude demeure quant à la participation du président français. Réconciliation et pardon, deux mots au cœur de cette rencontre de Guillaume Soro avec la communauté ivoirienne. Devant les représentants des différentes ethnies et associations ivoiriennes, l'ancien Premier ministre est revenu largement sur les événements qu'a connus la Côte d'Ivoire ces dernières années. L'occasion pour l'ancien chef de la rébellion ivoirienne d'appeler chacun à faire un pas vers le pardon. Je souhaite que tous les Ivoiriens, de tous bords, de tous les camps, ayons l'humilité de reconnaître que nous avons notre part de responsabilité. Et Guillaume Soro de faire quelques confidences sur sa rencontre avec Laurent Gbagbo le soir du 30 novembre 2010. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis venu vous voir aujourd'hui, pas en tant que Premier ministre, mais en tant que frère et même fils. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour vous. Monsieur Ouattara a gagné l'élection. Mais si vous voulez m'écouter, je souhaite que vous laissiez la CEI proclamer les résultats. Un discours jugé franc et convaincant par un grand nombre des participants. Il a éclairci ce qu'on avait au plus profond de nous parce qu'on pensait que c'était un peu un traître ou quoi que ce soit. Il nous a éclairci. Il nous a aussi demandé qu'on puisse pardonner. Et c'est très important de pardonner parce que Dieu nous pardonne, donc il faut savoir pardonner. Quant aux représentants du Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo, ils n'ont pas répondu à l'invitation du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Reconforté tout de même par un diplôme d'honneur, celui de l'homme de l'année 2011, Guillaume Soro continue son offensive pour redorer l'image d'une Côte d'Ivoire en voie de reconstruction. Il se rendra à Bruxelles pour assister à la 33e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie où il sera question de la réintégration de la Côte d'Ivoire dans cette assemblée. À quelques heures de la proclamation officielle des résultats des élections législatives de samedi, la Libye retient son souffle, mais la politique continue. Mahmoud Djibril, ancien Premier ministre du Conseil national de transition, appelle de ses vœux la formation d'une grande coalition gouvernementale réunissant les quelques 150 partis politiques du pays. Que ce soit avant ou après l'annonce des résultats, tous les dirigeants des autres entités politiques sont appelés à se mettre à la table de dialogue. La Libye a besoin de tous. Elle ne peut pas se relever avec l'effort d'un seul courant ou d'une seule personne. Cet appel au dialogue national et à l'unité est lancé alors que des rumeurs sur une probable victoire des libéraux sur les islamistes se propagent. Pendant ce temps, le travail de la commission électorale se poursuit minutieusement. Depuis hier, 1h du matin, nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous n'avons même pas dormi. Le boulot n'a pas cessé. Si Dieu le veut, ce soir nous aurons fini. Il nous reste quelques quartiers, Boudjema, Abou Slim et Ayel Andalous. Nous sommes en train de réceptionner et de centraliser les urnes ici.
Ensuite, nous les répartirons suivant les circonscriptions en préparation du dépouillement. Les observateurs internationaux ont salué l'esprit pacifique et démocratique du scrutin, même si le jour du vote a été endeuillé par la mort de 2 manifestants à l'est du pays. Il s'agissait d'autonomistes favorables à une répartition plus équitable des sièges à l'Assemblée en faveur des différentes régions. À noter que certaines opérations de vote ont été sabotées, comme dans la ville de Benghazi. Jour de liesse et de ferveur pour la population libyenne, ce scrutin revêt une symbolique forte. Après des décennies de régime autocratique, la page de l'ère Kadhafi semble définitivement tournée. Les résultats officiels sont plus que jamais attendus d'ici à demain. Gorée 1872, l'île symbole de la traite négrière et de l'esclavage, devient une commune dans l'empire colonial français. Gorée était donc en fête ce week-end, l'occasion pour Cheikh Bamba Dièye de rappeler l'importance de la ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Gérons, protégeons, réhabilitons, pour nous-mêmes d'abord, mais ensuite pour l'héritage et l'appartenance à la communauté internationale, parce que ce qui s'est fait ici à Gorée sur plusieurs siècles ne doit jamais disparaître et doit servir de rappel pour les peuples du monde, en ce sens que plus jamais nous ne voulons voir ce qui a été à Gorée en termes de brimade, de violence, de mépris de la dignité de l'homme. Avec cet anniversaire, le maire de la ville, Augustin Senghor, souhaite se servir de cet épisode du passé pour aller de l'avant. Je dis toujours que Gorée, c'est plusieurs histoires en une. Et notre commune essaie, à travers chaque symbole, de parler d'un pan de cette histoire. Gorée, ce n'est pas que la traite négrière, ce n'est pas les grandes découvertes, c'est aussi une histoire en tant qu'administration. Si nous nous souvenons de notre passé, de notre histoire, c'est pour nous projeter vers l'avenir. Un anniversaire célébré par le conseil municipal sous le signe d'un programme de sauvegarde du patrimoine et des infrastructures vétustes de l'île. La célébration, on ne peut pas être contre, parce que d'abord c'est une organisation culturelle qui pouvait amener beaucoup de touristes et beaucoup de plus-value pour l'île. Mais à part la célébration des 140 ans de Gorée, on a des problèmes sociaux, on a des problèmes d'infrastructure avec la chaloupe, on a des problèmes avec l'électricité et on a des problèmes aussi pour fixer la population de l'île. Électricité, édifice en mauvais état, Gorée n'en reste pas moins un lieu de pèlerinage incontournable pour tous les Africains 140 ans plus tard. 192 mètres cubes d'eau sont tombés dans la seule journée de samedi. Les rues sont inondées. Avec l'eau jusqu'aux genoux, les habitants de Conakry en Guinée sont désemparés après les pluies diluviennes de ce week-end. Les résidents sont aujourd'hui sans domicile puisque l'eau a envahi leur maison. L'eau est rentrée partout, dans les chambres, dans les salons, partout il y a de l'eau. Donc depuis 5 heures, on n'a pas pu dormir. On a essayé de boucher, mais on n'a pas trouvé la solution jusqu'à présent. En Guinée, le mois de juillet est le plus pluvieux de l'année. La quantité d'eau attendue au sol atteint généralement les 1100 mètres cubes. Même si cette saison, les services de météorologie ont relevé un déficit de 22%. Alors les spécialistes tentent d'expliquer ces inondations. Au lieu d'avoir les 46 jours de pluie du 1er janvier au 30 juin, malheureusement, on n'a observé que 26 jours, presque un peu plus de la moitié. Et c'est seulement pendant 12 jours, il a plu au mois de juin. Alors que dans les conditions normales, nous nous attendons à entre 20 et 22 jours. Maintenant, en ce début du mois de juillet, il est vrai que les premiers jours ont été pluvieux. On a constaté d'immenses quantités d'eau au-dessus de la ville. Avec des circuits d'évacuation bouchés par des tonnes d'ordures, l'eau est forcée de stagner, créant des conditions sanitaires déplorables. L'épuration des caniveaux de Conakry reste donc une priorité pour les pouvoirs publics en cette saison des pluies afin d'éviter le développement de maladies tropicales. Le député Vincent de Paul Gonjou du Parti démocratique gabonais à la rencontre des électeurs, l'occasion de remercier ceux qui ont voté pour lui aux dernières législatives de 2011 et de discuter
Le député a notamment édifié sa base sur les travaux de la première session parlementaire à l'Assemblée nationale et de réaffirmer son engagement à défendre leur cause. Les élections locales de 2013 se profilent à l'horizon. Le député du premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville a donc voulu remobiliser ses troupes pour la préparation de ces échéances. Nous ne devons pas nous laisser faire. Et pour ne pas nous laisser faire, il faut que nous soyons tous unis et toujours présents sur le terrain. La rencontre a été précédée par l'organisation d'un cross dont les différents vainqueurs ont été récompensés. La tournée des séances des comptes rendus des travaux parlementaires se poursuivra le jour prochain dans les quartiers du premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Une icône s'en est allée. Il est 2 h du matin ce dimanche lorsque le comédien Mouss Diouf rend l'âme. À 47 ans, il était dans le coma depuis plusieurs jours après que son état de santé se soit véritablement dégradé. De son vrai nom, Pierre Moustapha Diouf se démenait entre la vie et la mort depuis 3 ans. En 2009, il subit 2 accidents vasculaires cérébraux. Son état de santé est critique avec des séquelles importantes. Il perd l'usage de la parole et devra subir des séances de réadaptation fonctionnelle et d'orthophonie. C'est sa femme Sandrine qui, durant ces 3 années de calvaire, va s'occuper de lui. C'est difficile de le voir prisonnier de ce corps. Sénégalais d'origine, il est venu en France à l'âge de 3 ans et a vécu à Bobigny en banlieue parisienne durant son enfance. Ancien boxeur, il a toujours soutenu les jeunes de banlieue. Après un bref passage dans Navarro, plusieurs apparitions au théâtre et dans une vingtaine de films, l'acteur s'est surtout révélé dans la série policière Julie Lescaut grâce au rôle de l'inspecteur Nguma. Aujourd'hui, ses partenaires de tournage sont affectés par la perte de la star. L'acteur était père de 3 enfants, 2 filles, Tessa et Selena, d'une précédente union, et Isaac, son fils de 7 ans et demi.